Voilà, alors je donne rapidement le plan de ce que je vais vous raconter. D'abord, on va définir ce que c'est la notion de céréales. C'est pas inutile parce que quand je vois que les boulangers vendent du pain aux céréales, ça me fait doucement rigoler. Bon, alors, quelques mots sur la structure de l'épi de blé. Ensuite, on donnera quelques éléments archéologiques parce que pour comprendre l'origine, il faut aller gratter le sol. Quelques mots aussi sur une approche génétique, et rassurez-vous, on n'ira pas très loin, mais on en a besoin pour typer les blés, puis surtout les ancêtres du blé. Et puis après, je vous parlerai de l'histoire du pain. On va partir du néolithique, donc de 14-15 000 avant Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui, en passant par les Égyptiens, les Romains, les Gaulois, etc. On définira aussi la notion de valeur boulangère, et puis quelques mots sur la consommation du pain, et puis je finirai sur les grandes catégories de pain qu'on a l'habitude d'élaborer dans divers pays. Voilà. On nomme céréales des plantes cultivées qui sont caractérisées par leur richesse en amidon, qui sont de conservation facile et également de transport facile. Vous voyez, ce n'est pas une définition très scientifique, mais ça contient l'essentiel. Donc, sont concernés par ce mot céréales les blés et l'orge. Bon, ça renvoie au Moyen-Orient, bassin méditerranéen, on va en parler. Le riz, bon, pour mémoire, c'est l'Asie des moussons. Le maïs, c'est l'histoire des peuples d'Amérique, puisque c'est de là qu'il est venu. Et puis les milles, qu'il ne faut pas oublier, les sorgho, qui renvoient à l'Afrique. Alors, ces céréales, bon, ça c'est des choses que vous savez très bien, sont liées aux grandes civilisations, et puis également au corps de croyances et manifestations religieuses. Le pain est un symbole chez les Hébreux et chez les chrétiens, symbole très fort, parce qu'on ne jette pas le pain. Enfin, bon, je ne vais pas vous rappeler des choses que vous avez entendues par vos parents ou grands-parents. Bon, alors le mot céréale vient de Cérès, qui est la déesse romaine des moissons, de l'agriculture et de la fécondité, et que les Romains ont repris au grec, qui appelait cette déesse Déméter. D'ailleurs, il y a un grand groupe suisse agroalimentaire qui s'appelle Déméter. Bon, alors, c'est ça que je voulais aussi mentionner, on appelle à tort céréales un produit typiquement localisé en Bretagne, c'est le sarrasin, que vous appelez blé noir, mais ce n'est pas du blé, c'est une polygonacée, comme une mauvaise herbe qui est le polygonum. Le quinoa, ça vient des Andes, l'amarante aussi. Ce sont des kénopodiacées, c'est la même famille que la betterave. Alors, vous voyez la distance par rapport au blé. Le sésame, qui est une pédaliacée. Bon, voilà, ça, c'est des choses qu'on utilise. Alors, quand on fait du pain aux céréales, il y a tout ça qui est dedans. Enfin, souvent, pain aux céréales. Bon, surtout que c'est souvent des graines de tournesol en plus, et puis de là. Moi je sais les reconnaître, mais je dis plus rien parce que quand je le dis, on me dit celui-là il faut l'enfermer parce qu'il. Bon. Elles n'appartiennent donc pas aux graminées, c'est la famille botanique, graminées ou poacées, parce que les botanistes ont changé un peu, on a toujours dit graminées, maintenant il faut dire officiellement poacées. Bon, et donc ces plantes-là sont appelées des pseudo-céréales, ne sont pas des céréales. Alors le blé, vous le connaissez tous, c'est une plante annuelle, c'est-à-dire qu'elle ne fait qu'un cycle d'une année. C'est une monocotylédone, parce que dans le grain, vous avez un seul cotylédon, je vous le montrerai après, alors que la plupart des arbres, des plantes, sont des dicotylédones. Et le nom latin, c'est Triticum, je vous le mentionne parce que tout à l'heure, on va le rencontrer. Et donc, la famille des graminées, appelée maintenant poacées. Voilà, alors tout le monde connaît le blé, je n'ai pas besoin de faire de commentaire là-dessus, on fera le commentaire après. Alors, c'est une céréale dont le fruit est un grain sec, et le grain, les agronomes et les scientifiques appellent ça un caryopse. C'est un grain dur qui donc contient de l'albumène et des téguments. On va le revoir. L'épi de blé,
Ben, tout le monde sait ça, mais il faut le rappeler encore, les évidences sont toujours bonnes à être rappelées. On a un élément central, un axe qu'on appelle le rachis, retenez bien ce mot, sur lequel sont insérés ce qu'on appelle des épillets. Voilà, ça c'est chaque fois un épier. Alors ici, une représentation détaillée de l'épillé. Alors avec deux pièces, on appelle ça des pièces florales, ce sont les glumes, couramment on dit souvent les balles. Lorsqu'on bat le blé, il y a des éléments qui partent. C'est les... Bon, ce qui nous importe, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a 1, 2, 3 épillets souvent. Et alors on va regarder une représentation un peu plus réaliste. Vous retrouvez toujours l'épi, le rachis, et puis les épillets. Voilà un épier avec les deux glumes extérieures. Et puis 3 fleurs. On appelle ça des fleurs. Et chaque fleur va donner naissance à un grain. Et il y a d'autres pièces florales qu'on appelle les glumelles. Donc il y a des glumes, des glumelles et les grains. Voilà la structure, ça va? Bon, si ça ne va pas, vous ramassez un épi-pied, vous le décortiquez et vous verrez. Voilà. Alors on va aller un peu plus loin. Alors maintenant, je reprends mon épi, je prends un épier qu'on a coloré pour montrer les différentes pièces et je vais débobiner cet épier. Hein, on retrouve les glumes, bon, l'emna, on va laisser tomber. Et puis on a les grains. Et puis surtout, lorsqu'on a tout enlevé, il reste le rachis. Pourquoi je vous montre ça? C'est extrêmement important sur le plan de l'archéologie. C'est grâce à l'identification de la forme du rachis qu'on a pu identifier les blés ancestraux. Donc, sur ce rachis, il y a le point d'insertion des épillets. Hein, ces pieds, il est inséré là. Et quand on l'a arraché ou qu'il tombe, on a ce qu'on appelle une zone d'abscission. Et cette zone d'abscission est l'élément déterminant pour l'étude des blés ancestraux. Les archéologues, les botanistes archéologues utilisent cette zone d'abscission pour déterminer le blé. Voilà, alors, très vite, voilà le grain de blé, tout le monde le connaît. Alors, juste pour montrer, ici, c'est le cotylédon. Le cotylédon unique, l'embryon est là, et ça, c'est le cotylédon. Au centre, ici, l'albumène qui va donner la farine, et puis les enveloppes qui donneront le son. Alors, voyons maintenant l'origine des blés. Alors, ça aussi, c'est des choses que probablement beaucoup d'entre vous connaissent. L'origine des blés se situe dans le noyau levantin, qu'on appelle aussi souvent le croissant fertile, qui correspond au Liban, Palestine, Syrie. On va mieux le voir ici. Voilà, j'ai pris une vieille carte, là. C'est en anglais, mais peu importe. On part des Sumériens, en passant par les Assyriens, les Éblaïdes, les Phéniciens, les Hébreux. Enfin, voilà, ce secteur-là, oui, fameux croissant fertile. Alors, il y a une autre façon de le représenter que je trouve plus intéressante. C'est une carte que j'ai empruntée au document de Licarda, on en parlera tout à l'heure, et je vous demande de regarder les points rouges et les points bleus. Eh bien, ce sont les endroits où on a trouvé des blés ancestraux. Hein? Donc, vous voyez, ça se répartit exactement selon ce croissant-là. Donc, c'est là que nos lointains ancêtres ont récolté des blés spontanés. Et on va voir lesquels et comment ils ont évolué. Voilà, alors les formes domestiques, retenez ça, domestiques, donc c'est-à-dire les formes sauvages qui ont été domestiquées, on reviendra sur ce mot et sur cette notion, apparaissent vers 10 500 avant Jésus. Ça, c'est une date sur laquelle à peu près les gens sont d'accord maintenant, domestiquées. Hein. Et on va voir ce que ça implique, la domestication. Alors, on passe donc du paléolithique au néolithique, et les historiens, les archéologues parlent souvent de révolution néolithique. Une notion très importante que j'ai écrite là sur la diapo, il ne s'agit plus de cueillette, mais de production de subsistance. Réfléchissez bien. Il y a la cueillette, on trouve des choses, c'est un bond énorme de la cueillette à la production de subsistance. Ça pourrait faire l'objet, rien que ça, d'une conférence de 2 heures à caractère philosophique. Comment les ancêtres ont réussi justement
à se dégager de ce stade de cueillette pour, qu'est-ce que ça implique? Production de subsistance. On en parlera si vous voulez après. Bon, et donc ça c'est lié à des changements climatiques d'une période qu'on appelle le Drias, et surtout aussi à des évolutions de mode de pensée. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement, ben ça s'est fait sur des milliers d'années, mais les hommes, nos ancêtres, ont fonctionné autrement, et donc il y a eu des concepts sociaux et des modes de pensée différents. Si d'aucuns sont intéressés, je vous recommande le livre de Jacques Cauvin, qui était un directeur de recherche au CNRS. C'est très technique, mais je l'ai lu 3 fois déjà, le livre, tellement je le trouve extraordinaire. Bon, alors, pour vous concrétiser les choses, voilà, ça c'est une steppe de graminées, telle qu'on la trouve encore au nord du lac de Galilée. Voilà, c'est des herbes sèches. Et quand on regarde de près, eh bien, dans cet ensemble d'herbes sèches, on découvre des épis. Là, ils sont de couleur noire, on verra tout à l'heure. Ce sont les épillets. Mais retenez, on trouve encore actuellement des amidonniers et des engrins sauvages dans ces régions-là. On y reviendra en détail. Alors, les éléments archéologiques. Alors, pour la datation, on utilise les vestiges, et notamment des vestiges carbonisés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est les archéologues, lorsqu'ils font des fouilles, et on a fait énormément de fouilles dans ce croissant fertile, on trouve des localisations, on dit tiens, il y a des hommes qui ont habité là, eh bien, on tamise absolument toute la terre, et en plus, on applique des techniques de flottation pour récupérer tous les débris. Alors ça fait des milliers de débris, et il y a des gens qui passent des années à regarder ces débris, à les identifier par famille botanique, et c'est assez extraordinaire les résultats qui en sortent. Voilà, donc c'est pas une vue de l'esprit, c'est du travail concret de terrain. Voilà, alors je vous montre ici alors, comment ça se fait qu'on ait encore des résidus végétaux? Eh bien, très souvent, ce sont des dépôts qui ont été carbonisés, ou des dépôts funéraires, etc., qui ont plus ou moins brûlé, et du coup, les grains ont été conservés depuis 15-20 000 ans. Et donc, on peut, et alors là, je vous montre, voilà, ça c'est un bout de rachis que je vous ai montré tout à l'heure. Eh bien, les archéobotanistes, en regardant au microscope les zones d'insertion là, peuvent définir de quel type de blé il s'agit en fonction de l'anatomie des vaisseaux conducteurs. Bon, on ne va pas faire ça ce soir, ça n'a pas d'intérêt. Hein. Bon, et puis aussi la forme des grains. Plus les grains sont ronds, plus il y a de chances qu'il y ait eu une domestication. Bon, ça c'est un épillé entier qui a été trouvé dans un site au Liban, enfin je sais pas. Alors ça par contre, ça trouve une image extrêmement intéressante. Ce sont des meules. Alors regardez comme de près. Vous voyez, c'est une enceinte de pierre qui a été dégagée à Terf el-Lamar en Syrie. Ce sont des fouilles qui datent de 1999. La fouille avant qu'on leur balance des bombes de tous les côtés. Hein, il y a des gens ici qui connaissent bien, même mieux que moi. C'est un pays fabuleux où on fait un trou, on tombe sur un vestige. Hein. Ce sont des meules ici, des meules en pierre qui remontent alors je l'avais mis à 11 300 ans. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils avaient déjà construit des meules pour broyer des grains qu'ils récoltaient. Grains de toutes sortes d'ailleurs. Alors maintenant, pourquoi j'ai été particulièrement sensibilisé? Alors Michel, il va rigoler, mon collègue, parce qu'on s'est retrouvé en Syrie. Lui-même a fait une mission assez longue de collaboration scientifique, et on s'est retrouvé dans ce centre international de l'Icarda, qui est un centre assez fabuleux, où il y a des collections des différents types de plantes cultivées qui sont plus ou moins adaptées aux zones arides et aux zones sèches, hein, dans un décor qui est très joli. C'est dommage, la photo elle est très belle, mais elle ne rend pas très bien. Ce que vous voyez là, c'est des petites parcelles de collection où par exemple, ça, c'est des légumineuses,
donc des plantes qui poussent sur des terrains très secs et qui servent, sont très importantes pour l'alimentation du bétail, notamment des moutons, etc. Voilà. Alors dans ce centre, pourquoi je vous montre? Parce que en tant qu'agronome, je suis allé assez souvent, puisqu'on avait une collaboration avec le centre et surtout avec des chercheurs, et j'ai été frappé par une magnifique collection de blé. Vous voyez, ça c'est des variétés actuelles de blé. Et puis j'ai découvert, je le savais, en tant qu'agronome je connaissais, mais je n'avais pas vu in situ des collections des progéniteurs, c'est-à-dire des ancêtres du blé. Voilà une collection de plantes qu'on appelle des égilops, ou en français des égilopes. Voilà cette collection. Alors, je vais essayer de vous en montrer 2, 3. Voilà, vous voyez, ce sont des graminées qui ont un port assez bas et qui ont des grosses barbes et qui font des fructifications là qui ressemblent tout sauf à un épi de blé. Hein, voilà un égilops qui est l'égilops ovata. Alors il y en a d'autres, je vous les montre parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. C'en est un autre, ce sont comme du chien-dent, des graminées qui poussent, mais à l'état spontané au Moyen-Orient. Ça c'est Aegilops squarosa. Et puis un autre, Aegilops peltoides. Ces deux-là, je les ai mis parce qu'ils jouent un rôle déterminant dans l'évolution du blé. Alors maintenant, quelques mots, avant d'aller plus loin, sur l'effet de la domestication sur l'évolution de l'épi et des grains. Premier élément, ces plantes spontanées ont un rachis fragile, c'est-à-dire que dans la nature, ils se désarticulent et les épis tombent au sol. Donc les épis sauvages sont des épis qui se désarticulent. On va avoir des photos après. Et la domestication a favorisé l'apparition de rachis solides, parce que si le produit se désarticule et tombe au sol, bon, donc nos ancêtres ont compris très vite qu'il fallait aller vers des rachis solides qu'ils ont sélectionnés spontanément. Voilà, donc premier élément, c'est le rachis, il faut qu'il soit solide. Bon, ensuite on a joué sur la taille des grains, des formes plus rondes, taille plus grosse. Alors voilà, regardez bien, c'est un chercheur du CNRS qui se trouvait dans les Cévennes et qui a été chercher des blés ancestraux, des blés sauvages, notamment ici c'est un engrain sauvage, on va en parler tout à l'heure. Et ici, vous voyez, l'épier est en train de se détacher. Hein, quand l'épi arrive à maturité, l'épi se détache, il va tomber au sol. Alors il va assurer la reproduction, mais pour ce qui est de la récolte, hein, vous comprenez qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à ça. Alors c'est Georges Wilcox qui a fait ces travaux, et là on voit bien la différence entre le même, ça c'est un engrain qui a été domestiqué, ça c'est l'engrain sauvage. Vous voyez comment il se débobine et se désarticule quand il arrive à maturité. Voilà. Première étape, nos ancêtres ont compris et ils ont trouvé des mutants qu'ils ont retenus et reproduits. On dit ça comme ça, mais si ça se trouve, ça a mis 1000 ans pour que ça se réalise. Il faut mettre ça à l'échelle du temps. Alors, surtout, pourquoi c'était important? Eh bien, je rappelle qu'à l'époque, hein, ils ont confectionné des outils pour récolter le blé. Vous voyez, ça, il y a des scientifiques maintenant qui essaient de reproduire ça. Hein. Il est clair que si vous avez un épi qui est fragile, vous venez avec un outil en silex taper contre le chaume, ben, il ne vous reste plus rien dans la main que de la paille. Hein. Voilà, donc étape très importante pour l'évolution. Alors, deuxième point très important aussi, c'est ces grains ancestraux étaient restés emballés dans les glumes que je vous ai montré tout à l'heure. Pour ça, j'avais insisté sur la structure de l'épi. Bon, et elle ne se détache pas ou très difficilement. Donc, qu'est-ce que ça a conséquence? La conséquence, c'est qu'il faut décortiquer ces grains pour arriver à l'amande. Hein, donc une opération supplémentaire, fastidieuse. Hein. Donc une nouvelle étape
a consisté à sélectionner des plantes qui perdaient les enveloppes. Hein? Bon, ils n'étaient pas plus bêtes que nous, ils regardaient, ils voyaient d'une part des plantes qui ne se désarticulaient pas, ils les mettaient de côté en disant tiens, on pourrait faire le pas pour dire on va les ressemer, ça c'est un pas immense. Stocker, ressemer, réfléchissez à ça, en dehors de toute notion scientifique. Mettez-vous dans la peau. C'est fabuleux, tout cet enchaînement de... Et on a donc trouvé là aussi, par mutation, c'est-à-dire que c'est des plantes qui ont muté spontanément et qui avaient des grains dont les balles partaient facilement. Donc on a obtenu ainsi des grains nus. Donc je répète, des rachis solides et des grains nus. Voilà, deux étapes majeures de la domestication. Quand on le dit, ça a l'air de rien, mais... Bon, alors maintenant on va passer à un autre aspect, c'est l'aspect cytogénétique, rassurez-vous, on ne va pas aller très loin, mais il faut quand même donner quelques éléments. Alors, bon, je rappelle, tout le monde le sait, le génome, c'est l'ensemble du matériel génétique qui est nécessaire au fonctionnement d'un organe. Hein, le génome est composé par des éléments qu'on voit qui sont les chromosomes, par des gènes qu'on voit déjà beaucoup moins bien, et puis par de l'ADN qu'on ne voit que à l'aide d'un microscope électronique très élaboré, etc. Voilà. Donc, eh bien, ce génome, il est situé dans le noyau de toutes les cellules. Chaque cellule a un noyau avec le génome, et chaque cellule contient une copie du génome de la plante. Voilà, c'était un petit rappel. Alors ici, je vous montre juste une photo au microscope du noyau du blé. Voilà les chromosomes du blé. Ça, c'est le blé actuel, le blé cultivé. Juste au passage, on pourra en dire un mot, le génome du blé est 100 fois plus gros que celui de l'homme. Ces aspects cytogénétiques, les premières trouvailles datent de la fin de la Première Guerre mondiale, et c'est un Japonais qui s'appelle Sakamura qui a particulièrement œuvré dans ce domaine-là. Alors, vous savez qu'on a un nombre limité, toujours le fixe de chromosomes normalement, et bien dans le cas du blé, ce nombre chromosomique de base est n égale 7. Donc 7 chromosomes, mais comme tout être reçoit la moitié du stock de chromosomes du père et l'autre moitié de la mère, le blé donc est normalement diploïde, c'est-à-dire qu'il a 2 jeux de chromosomes, donc au lieu de n, il devient 2n, et 2n c'est 2 fois 7, 14. Ça va, c'est élémentaire. Hein, c'est clair? Bon. Non, il ne faut pas que ça soit clair parce que c'est après que ça se compliquera. Mais les blés, en fait, ont évolué et sont devenus polyploïdes. C'est-à-dire qu'ils ont augmenté le stock de chromosomes. Par exemple, on a des blés qui ont acquis 4 jeux de chromosomes. Donc 4 fois 7, 7 le nombre de base, ça veut dire 28 chromosomes. Et on les appelle des blés tétraploïdes. Simple. Et puis il y en a même qui ont acquis, et c'est notre blé actuel, 6 jeux de chromosomes. Il a donc 42 chromosomes et on va l'appeler le blé hexaploïde. Donc on a des blés diploïdes, des blés tétraploïdes et des blés hexaploïdes. Élémentaire. Hein, voilà. Alors, en plus, qu'ils soient dits tétra ou hexaploïdes, on trouve dans la nature des génomes qui sont caractérisés par A, B ou D. On va les voir après. Voilà. Alors maintenant, je vais essayer de vous montrer de manière très simple comment le blé a évolué de la forme sauvage, qui est une forme diploïde, au type tétraploïde et au type hexaploïde. Tout ça, ça s'est fait spontanément dans la nature. Hein, il n'y a pas eu de généticien, de machin qui a manipulé. Hein. C'est la nature qui l'a fait avant nous. Alors voilà une photo d'un ancêtre du blé qui s'appelle engrain. Ce sont des épis très étroits. Engrain, c'est un mot du vieux français pour dire un grain. Parce que l'épier ne contient qu'un grain. Les Allemands disent, un mot qui est encore plus clair, ils disent Einkorn.
Pour ceux qui ont fait de l'allemand, c'est évident. N'importe quel gosse allemand, tu lui dis Einkorn, derrière. Voilà. Et alors, je vous le mentionne parce que dans les boulangeries, on vous vend maintenant des fois des petits pains de petit épeautre. En fait, le petit épeautre, c'est pas une bonne dénomination, c'est de l'engrais. C'est ce blé originel, enfin domestiqué depuis, dont on peut faire bien sûr de la farine, etc. Et le nom latin, c'est Triticum monococum, ça veut dire un grain. Hein, monococum, une coque. Voilà. Alors, donc la première étape de l'évolution, ça a été un croisement complètement spontané. Hein, il n'y a pas eu Dieu le Père qui est descendu pour machin. Hein, le croisement spontané entre cet engrain qu'on a vu et la fameuse graminée sauvage que j'ai mentionnée tout à l'heure, l'Aegilops. On a mis très longtemps à comprendre ça. Hein, et on obtient le premier blé tétraploïde qui est l'amidonier. Voilà. Alors on part de l'Einkorn, là, de l'engrain diploïde. Il se croise spontanément dans la nature avec l'Aegilops, et notamment on pense que c'est l'Aegilops peltoides. Donc celui-là, il a le génome AA, le N et celui-là, le génome BB, et on obtient le blé tétraploïde qui s'appelle l'amidonier. Alors j'ai mis le nom latin ici, mais je vous en fais cadeau. Donc le blé tétraploïde qui va être AABB. Ok ? Je reviens à une des photos du départ de la steppe palestinienne de Galilée. Vous voyez, dans la nature, on trouve encore cet amidonier à l'état sauvage. Donc c'est ce blé de 7 x 4, il est tétraploïde, donc 2N égale 28. Voilà. Alors l'amidonier sauvage, là il est coloré, parce qu'il y a des blés qui ont des barbes colorées. Bon, nous aussi, il y en a qui sont rouquins, d'autres qui sont blonds, d'autres qui sont... Bon, c'est pareil pour les blés. Alors, quels sont les différents types de tétraploïdes qui ont été obtenus par cette voie? Après, ils ont été domestiqués. Eh bien, il y a d'abord l'amidonier, qui, de son statut sauvage, est devenu cultivé, le blé dur, et puis éventuellement blé poulard. Je ne vais pas trop vous en parler, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors, l'amidonier cultivé, donc blé tétraploïde, qu'on appelle, les Allemands l'appellent Emmer, et les Italiens Faro. Il y a des gens qui ont des ascendances italiennes, ils connaissent peut-être le mot. Hein, voilà. Voilà, maturité. Alors, ce qui est intéressant à signaler, c'est le premier blé qui a été cultivé par les Égyptiens. Hein, les greniers à blé des Égyptiens, eh bien, c'était de l'amidonier. Alors, caractéristique, au lieu de l'engrain, c'est-à-dire un grain, l'amidonier a 2 grains. C'est Triticum dicocum et non plus monococum. Hein, largement cultivé dans tout le bassin méditerranéen, en particulier à l'Égypte du 5e siècle. C'est une céréale à faible rendement. Elle est encore cultivée en zone de montagne en Europe et en Asie. Bon, et pourquoi on l'a abandonnée? Pour 2 raisons. D'abord, les rendements faibles, et deuxièmement, présence de balles autour des grains. Donc, obligation de décortiquage avant la mouture, et on l'utilise encore en zone de montagne pour faire du boulgour. On dira un mot sur le boulgour après. On fabrique, il y a toujours des gens qui sont innovants, et bien à partir de ce blé, on fabrique aussi une bière, et c'est allemand, c'est une brasserie en Bavière qui a fait ça. Alors les amateurs de bière, vous pouvez chercher de l'Emmerbier, parce que ce blé s'appelle Emmer en allemand, donc ils ont fait de l'Emmerbier, soi-disant selon les vieilles recettes des Sumériens et puis des Égyptiens. Deuxième type de blé tétraploïde, très très important, c'est le blé dur. Donc c'est un blé tétraploïde déjà à grains nus, grand avantage. Hein. Ensuite, c'est une plante qui s'adapte bien au climat chaud et sec, on va le voir aussi, et l'épi présente des grandes barbes. D'ailleurs,
Il y a certainement des dames présentes ici qui font des bouquets secs à la fin de l'été et qui vont parfois acheter dans les magasins des épis de blé dur parce qu'il y a des grandes barbes longues qui sont décoratives. Et le grain, voilà, c'est ça qui est important, le grain est nu, bien sûr, il est translucide, comme les grains de riz, il est très dur et il a une texture vitreuse et cornée. Alors voilà du blé dur, donc Triticum turgidum, vous voyez cet épi ramassé avec des grandes barbes. C'est une photo que j'ai faite en Provence où il y a des parcelles importantes de blé dur qui, grâce alors là, à la sélection moderne, s'est progressivement adapté aux zones septentrionales et il remonte jusqu'au bassin parisien, ce qui n'est pas toujours la situation idéale pour lui. Voilà donc ce blé dur. Alors je rappelle, texture vigoureuse du grain, donc un amidon corné qui est très difficile à réduire en farine. Donc on fait des grains plus grossiers, c'est-à-dire de la semoule. Donc c'est pour ça que vous achetez de la semoule de blé dur. Et ce blé dur, il sert, bon, pas en Syrie. Moi je n'ai pas vu, quand je disais aux Syriens, on parlait de couscous, ils nous disent non, ça c'est les Maghrébins. Hein. Donc le couscous taboulé, vous connaissez, mais l'utilisation essentielle, c'est la fabrication des pâtes alimentaires. Toutes les pâtes alimentaires sont, on peut faire une nuance, on pourra en parler après, mais pratiquement toutes les pâtes sont faites avec du blé dur. Alors, il contient un gluten, il est très riche en azote, d'ailleurs on cherche à avoir une valeur élevée en azote, là aussi on pourra en reparler, et il ne contient pas de gluténine de grande taille, donc il n'est pas apte à faire du pain. On peut faire du pain, mais il ne lève pas bien. Alors le boulgour, je vous laisse lire, c'est du blé dur qui est débarrassé des enveloppes, enfin surtout du son. Oui, il est pré-cuit à la vapeur et puis séché et concassé. Quand vous achetez du boulgour, c'est ça. Hein, c'est fait à partir de blé dur. Voilà, alors je vous ai montré des grains ici. Des grains de blé dur, ils sont là. Ce sont des grains allongés, vitreux. Et ça, c'est du blé tendre. Voilà la différence au niveau des morphologies des grains. Alors ça, c'est des photos que Michel Aubaton connaît bien, que j'ai fait en Syrie. Hein, et ça, c'est une parcelle de blé dur sur un sol calcaire très superficiel. Hein, c'est au nord d'Alep, hein, tu sais, le secteur des villes mortes. Et malgré tout, malgré des conditions très difficiles, le pain il se développe, le blé il se développe. Voilà. Donc voilà de plus près, donc une très bonne adaptation à la sécheresse de ce blé dur. Alors maintenant, la dernière étape de l'évolution, c'est l'obtention du blé tendre, notre blé le plus cultivé, et puis d'un autre type que vous connaissez peut-être de nom, qui est l'épeautre. On revient, c'est toujours l'amidonnier, là, le blé dur, enfin ce type de blé tétrabloïde, qui se recroise spontanément dans la nature avec un Aegilops, et c'est l'Aegilops quarosa, qui s'appelle aussi Aegilops de Tausch ou Aegilops tauchi, c'est un synonyme. Alors le point, et qui va nous donner le blé tendre, Triticum aestivum, qui a un hexaploïde. Et le point intéressant, c'est ça, c'est que cette graminée, cette mauvaise herbe, apporte un génome DD. Hein. Au départ, on a AABB, et vient se rajouter le DD. Alors, qu'est-ce qu'il apporte, le DD? Eh bien, il apporte l'aptitude au gonflement. Donc, c'est cette mauvaise herbe qui a apporté l'aptitude au gonflement au blé pour qu'on puisse faire du pain. Bon. Alors, maintenant, quels sont les blés? C'est les types hexaploïdes, c'est d'une part l'épeautre et d'autre part le blé tendre. Alors, d'abord l'épeautre, qui s'appelle en son nom latin Triticum spelta, et les Allemands l'appellent Dinkel et les Anglo-Saxons Speltwit. Voilà, ça c'est des champs de Dinkel en Suisse, parce que les Suisses ont gardé encore l'habitude de cultiver sur des petites parcelles de l'épeautre. C'est souvent des cultures sous contrat. On en trouve aussi en Alsace, un peu en Belgique et aussi en Russie.
Alors, quelle est la différence entre l'épeautre et le blé? Eh bien, la différence, elle est là. Ça, c'est un épi de blé tendre. Ça, c'est un épi d'épeautre. Vous voyez, un épi très allongé, avec des glumes très marquées, alors que le blé est compact. Et bon, donc un épi lâche, des glumes fortement carénées, fortement pliées. Il diffère, c'est ça qu'il faut que vous reteniez, il diffère du blé tendre par un seul gène, qui est le gène Q, dit gène speltoïde. Comme le blé s'appelle Triticum spelta, on a appelé le gène speltoïde. Et qu'est-ce que ce gène il a comme conséquence? Eh bien, une conséquence extrêmement importante. Les grains restent vêtus, emballés de leur glume, et l'épi se désarticule. Donc on refait un bond en arrière. Bon, voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Lorsque vous récoltez de l'épeautre, voilà ce que vous ramassez. Vous ramassez des épillets avec la base d'insertion sur l'épi. Et pour aller plus loin, il faut décortiquer pour arriver au grain et on perd 30% du produit initial. Bon, alors ceux qui aiment l'épeautre, ben, j'ai rien contre, hein, mais s'ils le cultivent et qu'ils ont déjà un tiers de perte et puis qu'il faut faire tout ce boulot, bon. Et en plus, c'est une céréale qui a été peu sélectionnée, qui a une paille qui a encore presque 2 mètres de haut. Alors, au mois de mai, enfin, il y a des paysans ici, hein, quand il y a un bon orage, vous ramassez la parcelle par terre parce qu'il y a de l'averse. On fait du pain, ça c'est les Suisses, c'est des photos de collègues suisses. Là, ils ont fait des mélanges, avec ça c'est 100% blé, et ici c'est 70% épeautre. Vous voyez? Alors, on peut faire du pain, mais il lève beaucoup moins bien que le blé classique. Bon, après, bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de l'épeautre? Bien, on fait des pâtes, on fait des biscuits, des bretzels, on fait même de la bière. Il y a un moulin en Alsace, Becker Dimmer, qui fait une bière qu'il appelle Speltor. Il savait que le nom latin c'est Triticum spelta, donc il vend de la Speltor. Ah, il y a des amateurs de bière originale, etc. Voilà. Alors, l'épeautre, c'est comme pour les gens qui ont un peu de culture ou qui aiment en avoir, l'épeautre est cité dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, chapitre 9, verset 31, vous pouvez aller vérifier, et puis dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 4, verset 9, on parle d'épeautre. Alors, également, une référence, je ne sais pas si vous connaissez Hildegard von Bingen, alors tous les gens qui vont à la vie claire, qui nature et vie, machin, enfin, qui veulent être éternels, bon, ils vont lire, d'ailleurs très intéressant, c'était une grande moniale qui a vécu au XIIe siècle en Allemagne, qui était responsable d'un couvent, qui a fait des écrits, qui a même composé de la musique, c'est un personnage. Je vous invite à lire des écrits sur Hildegard von Bingen, je l'ai mis à la française. Hein. Eh bien, voilà ce qu'elle écrit, ça m'amuse toujours. L'épeautre donne de l'entrain à ceux qui en mangent un peu chaque jour et met la joie au cœur. Alors maintenant, le blé tendre, bah ça, on va aller vite, c'est le blé meunier, c'est celui qu'on utilise pour faire notre pain, mais il faut que vous sachiez aussi qu'il y a plus de blé qui va à l'alimentation animale qu'à la fabrication de farine. Ce que les gens ignorent généralement. Le blé tendre, on en cultive beaucoup, mais l'utilisation en farine est plus faible que celle qu'on utilise pour l'industrie en amidonnerie ou comme blé fourragé. Alors, la production mondiale, c'est presque 800 millions de tonnes. Premier producteur, c'est l'Union européenne à 28. Ensuite, la Chine, l'Inde, et puis les États soviétiques indépendants. Je pense que tout le monde sait, enfin, sait ou sait pas, qu'en France, on produit entre 30 à 136 millions de tonnes. Ces 2 dernières années, la production a un peu baissé à cause des conditions climatiques. Et le rendement moyen, pareil, il fluctue entre 68 à 74 quintaux. Je l'indique parce qu'on en touchera un mot tout à l'heure et vous serez un peu surpris par rapport au passé. Ça, c'était un récapitulatif de l'évolution, mais parce qu'on a encore des choses à voir. Alors, l'histoire du pain. Alors, les céréales, au départ, c'est certain, étaient utilisées à l'état de bouillie, et souvent des bouillies crues,
Hein, on broyait, on mélangeait avec de l'eau, et puis on consommait ça parce qu'on ne savait pas faire autrement. Et puis alors il est possible que certaines de ces bouillies qui ont traîné un peu, parce que la squaw, elle était en train de torcher le papouse, et puis que cette bouillie, elle a fermenté et a donné de la bière. On pense que c'est comme ça que les choses ont évolué. Bon, alors ça correspond à la période dite pré-céramique, c'est-à-dire avant qu'on fasse des pots, hein, et donc il n'y avait pas de récipient pour cuire. Alors ça, c'est, je cite Claude Lévi-Strauss, et je pense qu'il a raison, le passage du cru au cuit est un moment essentiel, culturel et nutritif. Hein. Il faut réfléchir, ça c'est des choses évidentes, mais qui méritent d'être intégrées, réfléchies, parce que ce n'est pas aussi évident que ça. Alors l'innovation importante, c'était l'invention de la poterie et la possibilité de cuire les aliments. Ça aussi c'est évident. Mais jusqu'à ce qu'on arrive à faire de la poterie et à utiliser la poterie pour la cuisson, c'est apparu 8000 ans avant Jésus-Christ. Bon, alors quand on parle de l'origine du pain, une découverte qui a fait comme un boom l'été dernier, c'est une jeune femme qui, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui fait un postdoc dans une université en Europe, enfin elle est d'origine sud-américaine, et elle a travaillé avec son équipe, elle s'appelle Arantz Ortegui, elle a travaillé et elle a découvert, voilà, dans un four en pierre, il ne faut pas rater, des pains, c'est-à-dire des fragments de pain, de galettes, qui remontent à 14 500 ans. Donc on a revu toutes les copies à partir de là. Alors voilà la structure, vous voyez, les fours en pierre, qui datent de cette époque, où ils ont retrouvé des fragments de pain. Et alors ça, on va passer très vite, il y a des spécialistes qui savent examiner au microscope électrique ces fragments de pain, et selon la dimension des pores, selon l'agencement, on peut savoir s'il y a eu malaxage, s'il y a eu cuisson, etc. Donc c'est formel. Ces galettes étaient composées d'engrains sauvages, hein, vous voyez le premier blé dont on a parlé, l'engrain, le Einkorn, et on mélangeait aussi avec des farines de cypéracées, c'est-à-dire de correction. Ce que je n'ai pas dit, mais je pense qu'on en discutera après, c'est dans les sites qu'on a fouillés, on trouve des centaines d'espèces différentes. Donc nos ancêtres, ils récoltaient tout ce qu'ils trouvaient, que ce soit des Chenopodiacées, des Cyperacées, enfin toutes les familles botaniques sont représentées, ils faisaient des mixtures avec ça, et en fait les céréales représentaient souvent la minorité des grains utilisés. Donc ils avaient une base alimentaire très large. Bon, l'Égypte ancienne, c'était la première civilisation où on voit vraiment apparaître les techniques de panification au 5e millénaire. Alors, je vous rappelle que les Égyptiens appréciaient le pain et la bière et payaient, les gens qui travaillent aux pyramides étaient souvent payés en pain ou en bière. Bon, alors, on a identifié des corporations. Alors le point intéressant, c'est qu'on pétrissait la pâte avec l'eau du Nil. Et on ne savait pas que cette eau du Nil contenait des argiles en suspension et que sur ces argiles étaient fixés des ferments qui provenaient de levures naturelles et qu'on, du coup, on favorisait la levée du pain. En Égypte, hein, certains d'entre vous ont dû aller, on a des magnifiques peintures dans les tombes où on voit par exemple ici des ouvriers en train de malaxer la pâte, et c'est ça qui est intéressant pour l'Égypte. On faisait cuire le pain dans des moules en terre cuite, et ces moules étaient chauffés, vous voyez, on les empilait sous forme de pyramide, on les chauffait, et ensuite on mettait, vous voyez, elle est en train de pétrir la pâte, et cette pâte est mise dans ces moules qui ont été chauffés, puis voilà le pain qui en sort. Donc une panification tout à fait particulière dans des moules en terre. Alors on faisait des pains très variés, pain à trous, pain triangulaire, des pains coniques. Le blé le plus répandu, c'était l'amidonnier. Voilà, on l'a vu tout à l'heure, et puis après est arrivé le blé dur. Alors, je vais vous montrer quelques photos, hein, voilà. Alors ça, c'est une tombe, la tombe de Sénégem à Thèbes, où on a une magnifique représentation, ici, du labour et du semis, et ici de la récolte du blé. Alors voilà, en plus gros, le labour, hein, le paysan qui est en train de labourer avec son arrière, hein, c'est juste
une pointe qui ouvre le sol, mais qui ne sait pas verser la terre. La prochaine évolution importante en agriculture, ça a été le versoir pour retourner la terre. Là, on ne fait que gratter. Et puis ici, la femme, elle est en train de semer. Vous voyez les grains qui tombent là, hein. Et là, ici, c'est la récolte. Alors ici, schématiquement, là-haut, vous voyez comment on coupe. On coupe avec une faucille à dents. Et alors, pourquoi est-ce qu'on coupe aussi haut? Vous voyez, là aussi. On coupe juste en dessous des épis, et cette dame-là, c'est une glaneuse. Vous savez encore ce que c'est que glaner? Tout le monde? Les jeunes ne savent plus. Ils ne connaissent même pas le mot. Bon, donc ça, c'est une glaneuse, c'est assez remarquable sur cette fresque. Et pourquoi on coupe aussi haut? Ben, pardon? Oui, et le chaume, il sert à quoi? Non, ouais, il peut servir à faire des briques, mais il servait surtout à nourrir les animaux. Ah ben les briques, c'était de l'argile avec, bien sûr, le pisé. Alors voilà la mise en tas de ces épis qu'on a coupés très près de la tige, hein. Ensuite, opération de foulage, hein, on fait tourner les animaux pour enlever les balles dont on a parlé tout à l'heure, quand elles se défont facilement, puis ensuite l'opération de vannage. Alors la graisse, en Grèce, on fabriquait une galette d'orge au départ qu'on appelait la masa, et puis le contact avec les Égyptiens a appris aux Grecs à fabriquer du pain, surtout... et on a un pain de fête là qui s'appelle l'artos, qui a été cuit sur des pierres chaudes. Et puis on a ensuite évolué en mettant au point des fours à ouverture frontale, un moulin particulier. Alors ensuite les Romains pendant longtemps ont été qualifiés de mangeurs de bouillie, parce qu'ils n'avaient pas encore développé la fabrication du pain. Et c'est les esclaves grecs qu'ils ont ramenés qui leur ont appris à fabriquer du pain, et les Romains, qui étaient quand même astucieux, ont très vite amélioré les techniques par des meules en pierre, par le tamisage de la farine, etc., etc. Et donc on confectionne un grand nombre de pains, et on en a trouvé à Pompéi, et puis vous connaissez le cri des Romains, panem et circenses, ce qui veut dire du pain et des jeux. Voilà, ça c'est le moulin des Romains, une partie centrale fixe et une partie mobile. On insère les grains ici, on récupère la farine ici, voilà. Je les ai photographiés, enfin ceux qui sont allés à Pompéi ou dans d'autres sites connaissent bien, voilà. La pierre mobile qu'on appelle Catillus, et puis ici la partie qui s'appelle Méta, qui est la pierre fixe. Ça c'est la boulangerie de Popidius à Pompéi, hein. C'est remarquable. Enfin, je pense que beaucoup d'entre vous ont visité une échoppe à Pompéi où on vend des galettes. Et puis voilà une photo d'une galette de pain trouvée dans les fours, puisque tout s'est arrêté en très peu de temps. Hein, tout est resté en l'état. Voilà. Alors le pain des Gaulois, alors on va juste citer ça. Le mot blé est dérivé d'un mot gaulois blato et d'un terme francique blad. Et pendant très longtemps, on a utilisé le mot bled. Et d'ailleurs, dans beaucoup d'anciens textes, on trouve ce mot bled qui désigne à la fois le produit, mais aussi les parcelles. Après, on a utilisé le mot bled pour dire c'est un bled, mais au départ, ça désignait le pain et puis les parcelles sur lesquelles on le cultivait. Hein. Bon, on parle aussi souvent de froment qui vient du latin. Voilà. Alors, les Gaulois cultivaient les différents types qu'on a vus, hein, mais ils faisaient des broyages assez grossiers, ce qui ne permettait pas toujours de faire du pain très élaboré. Et actuellement, il y a des tas d'associations qui refont des soi-disant de l'alimentation gauloise lors de manifestations estivales, etc., pour les touristes. Bon, alors, juste un rappel, à la fin du bronze final, les Gaulois ont adopté les fours à pain qu'on trouve encore au Moyen-Orient. Michel les a vus, moi aussi. Pardon, en Syrie, dans les souks, on avait beaucoup de fours de ce type-là où ils plaquaient les galettes contre la paroi qui était chauffée, puis avec un crochet, on tire.
Oh oui, oui, mais dans beaucoup de régions, on pratique encore ça, alors que ça remonte au bronze final. Alors au Moyen-Âge, les paysans mangent du pain gris, qui était fabriqué par du métail, on dira un mot après, alors que la noblesse, elle consommait de la farine blanche, du pain blanc. Alors les quantités, les travailleurs consommaient de 1 à 1,5 kg de pain, c'était l'élément de base de leur alimentation. Alors maintenant, quand on te dit on fait des affections au gluten, le type là, il n'avait pas d'affection au gluten, hein, je peux vous dire. Il était content quand il avait un morceau de pain à croquer. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission il y a 2-3 jours, ça n'a rien à voir, mais des gens qui ont été déportés et comment ils se battaient pour un petit bout de pain qu'ils essayaient de planquer sous la tête pendant le sommeil et que les autres leur volaient. Alors, il faut relativiser les choses. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est que à cette époque-là, on découpait le pain en tranches très épaisses, et on versait dessus soit un bouillon de légumes, soit du vin, et c'est ce qu'on a appelé la soupe. Bon, quelques illustrations, mais ça... Voilà. Alors, à partir du XIe siècle, bon, ça vous le savez, je passe très vite, la notion de four banal, la notion aussi de moulin banal, hein, le seigneur et le clergé essayaient d'extorquer aux gens le maximum d'argent, c'est toujours comme ça, hein, voilà. Ça ne changera pas. Hein. Et donc, à l'époque, surtout les nobles, ils n'avaient pas d'assiette encore pour manger. Ils mangeaient sur une grosse tranche de pain épaisse qu'on appelle un tranchoir. Et puis, quand ils avaient fini de manger, ce tranchoir qui était imbibé de restes de viande, de graisse, etc., on le jetait aux chiens ou éventuellement aux pauvres. Voilà, alors vous voyez ici une représentation médiévale, vous voyez ça c'est un tranchoir. Et à l'époque, le seul ustensile qu'on avait, c'était un couteau. Voilà, alors là c'était encore une table seigneuriale, on voit les tranchoirs là, sur lesquels on déposait la viande et voilà. Alors maintenant, il y a des restaurateurs qui refont des tranchoirs, vous voyez, qui font... le business, ça se perd pas. Hein, qu'est-ce que... Hein, moi, je fais que raconter ce qui existe. Hein. Alors, le métail, c'est un mélange orge, seigle, froment, partière. Hein. Vous avez déjà entendu parler de métail? Oui. Bon, voilà, c'est ça. Et maintenant, il y a des agriculteurs ici. Il y a une liaison avec métayer ou pas? Ça, c'est autre chose. Okay. Le métail, dans certaines régions, on est en train de refaire du métail, c'est-à-dire de semer en mélange les 3 types de graminées. Bon, et on est en train d'évoluer, même au niveau du blé, si on a le temps tout à l'heure, on pourra en parler. Bon, alors, ça, c'est également le pain des... Bon, c'était déjà le pain des pauvres, et puis ensuite, il faut mentionner le pain de famine. Hein, il y a eu des périodes de disette très très marquées où on fabriquait du pain avec de la paille, de l'argile, on faisait de la mouture, de racines, de fougères, tout ce que vous voulez, de l'herbe pilée, etc. Des choses qui n'ont pas complètement disparu. Hein. Il y a encore des régions de la planète où les gens crèvent de faim et qui mangent plus d'argile que de pain. Hein. Documentez-vous un petit peu. Bon, voilà. Alors, bon, ça, je vais passer dessus. Juste peut-être rappeler qu'au XVIIIe, la Révolution est liée en grande partie à la disette et au manque de pain. Ça, les gens l'ont oublié. Hein. Et il n'y a que les nantis qui pouvaient s'acheter du pain. Et puis alors on cite surtout, je ne suis pas sûr qu'elle l'ait dit, hein, s'ils ne mangent pas de pain, qu'ils mangent donc de la brioche, hein, attribuée à Marie-Antoinette, mais je pense à tort. Après il y a la convention fabrique du pain égalité, ça dit ce que ça veut dire, le même pain pour tout le monde. Hein. Il n'était pas, semble-t-il, de qualité formidable et la production était nettement insuffisante. Bon, alors juste pour mention, dans les années 1813-1817, il y a encore des disettes. Hein, au 19e siècle, on a encore connu des disettes. Pourquoi ? Eh bien parce que la production de blé ne dépassait pas 10 quintaux à l'hectare. C'est pas vieux. Aujourd'hui, on fait 70, on l'a vu. Moi, j'ai un cousin, il fait 100 quintaux régulièrement. Bon, vous voyez, la distance qui a été parcourue. Bon.
Alors, apparition des baguettes. Bon, je vais aller vite parce que on a encore. Ça, c'est des photos qui montrent le pétrissage du pain et puis les pétrères mécaniques. Et puis la panification actuelle. Parce que je voudrais dire un mot, voilà, sur la valeur boulangère. Alors, parce que ça me paraît important, pour juger de la qualité du pain, on fait 2 grands tests, soit des essais de panification, c'est évident, on va prendre la farine, on va cuire le pain et on va comparer les pains obtenus. N'importe qui pensera tout de suite à ça. Bon, on le fait effectivement dans des conditions standards. Et puis surtout, il y a des tests rhéologiques, c'est-à-dire qu'on insuffle de l'air sous des pâtons, là aussi dans des conditions rigoureuses, et on mesure la déformation du pâton. Alors, on ne va pas rentrer là-dedans, ça nous amènera trop loin en termes de temps. Alors par contre, ce qui est essentiel à retenir, c'est que les qualités plastiques de la farine dépendent du gluten. Le pain, les ingrédients, ça vous les connaissez. On a le droit de rajouter alors, de la levure ou du levain, pour en dire un mot tout à l'heure sur eux, et puis des améliorants qui sont soit du blé germé, soit de l'acide ascorbique ou vitamine C, soit des lécithines, soit des farines de fèves. Ça, c'est des adjuvants officiellement acceptés par la loi. Alors, bon, la levure qu'on rentre dans le pain, elle va transformer les sucres qui se trouvent dans le pain en alcool. Alors l'alcool, pendant la cuisson, il s'évapore, et puis le gaz carbonique qui est formé pendant la fermentation, il va faire gonfler le pain, il va faire tripler le pain. Mais il peut le faire gonfler que parce qu'il y a des protéines réticulées qui piègent le CO2, et donc le pain, il va gonfler. Et ces protéines, c'est le gluten. Et s'il n'y a pas de gluten, vous avez une galette plate, vous faites pas du pain azime, parce que le pain azime n'est pas fermenté, mais voilà. Donc, triplement du pain du fait de la fermentation. Alors maintenant, on fait de la pousse contrôlée, on fait aussi de la surgélation. Alors, le rôle du gluten, donc, c'est ses propriétés viscoélastiques, sans lesquelles on ne fait pas de pain. Donc, indispensable à la fabrication du pain. Alors maintenant, juste 2 mots. Alors, le gluten est constitué de 2 fractions organiques, c'est les gluténines et les gliadines, qui sont responsables des propriétés, notamment de la viscoélasticité. Alors les gluténines, c'est les éléments de haut poids moléculaire qui vont favoriser l'élasticité, alors que les gliadines vont être responsables de l'extensibilité. Donc la qualité du blé en panification dépend de l'équilibre entre ces 2 formes de composés. Alors en protéines, la teneur en protéines du blé se situe à l'optimum entre 12 à 13%. Bon, alors juste un mot sur le pain sans gluten. Alors, très vite, il y a 2-3% de personnes qui souffrent de maladies cœliaques. On va en parler après. Bon, juste pour dire que le marché du gluten, c'est devenu un business invraisemblable. Et qu'on met dans la tête des gens qu'il faut qu'ils mangent du pain sans gluten. Alors, le pain sans gluten, c'est fait à base de farine de riz, de quinoa, de sarrasin, de soja, de châtaigne, machin, truc chouette. Il n'y a rien qui lève, il faut le mettre dans un moule et le cuire dans le moule, et c'est très bon. Je ne sais pas si vous en avez déjà mangé, goûtez-en, vous verrez. Il n'empêche que c'est un business invraisemblable. Je pense que le professeur qui viendra vous en parlera. Ça représente 78 millions d'euros en France. Et ça progresse de 10-15% par an. On n'arrête pas de mettre dans la tête des gens que, machin, je l'ai dit, l'ouvrier du Moyen-Âge, il ne se posait pas de questions sur le gluten. Bon, voilà. Alors, c'est un marché qui a atteint 3,5 milliards de dollars. 12,6% de progression en 2016. Alors, 26% de la population déclare vouloir se soustraire du gluten dans l'alimentation. Mais qui mangent des cailloux, s'ils préfèrent. Bon, alors, consommation du pain. Le pain, on consommait, c'est important, ça, plus d'une livre en 1880, actuellement, une demi-baguette par personne.
Et regardez la part du budget familial. Ça représentait 20% en 1880. J'ai mis 0,1%. Faites le calcul, une demi-baguette par jour, par personne, par rapport aux revenus. Voilà. Hein? Bon, alors, rapidement, on va finir là-dessus. Les grands types de pain, bon, il y en a un que vous connaissez bien, c'est ce qu'on appelle le pain à croûte. Alors, au passage, ça, c'est du pain qu'on fait encore chez moi. Hein, celui-là, là. J'ai une cousine qui fait le samedi encore le pain, selon la méthode traditionnelle. Bon, pain plat, alors ça, vous les connaissez. Hein, c'est les pains du Moyen-Orient, la vache, barbarie, pidé, pita. Hein, c'est souvent parfumé aux herbes, on rajoute des olives, des épices, etc. Et ça a beaucoup de succès actuellement parce qu'il faut innover et les jeunes, ils adorent les nouveaux goûts, tant mieux. Et voilà, alors ça c'est des photos prises à Marrakech, hein, où le jeune qui est en train d'enfourner du pain. Bon, alors le pain noir, ça c'est un peu moins en France, enfin on fait un peu de pain de seigle, mais les Allemands font beaucoup de pain, donc à partir de seigle additionné de levain, mais également de blé. Alors c'est ce que les Allemands appellent le Pumpernickel, c'est ça, c'est le pain noir, le pain noir de Westphalie, qui est, quand on aime, très bon. Moi j'adore, avec une bonne couche de beurre et un caprice des dieux, ben, je peux vous dire, et puis une bonne bouteille de Pessac, et c'est le rêve. Hein. Ici, c'est chez Edeka, c'est le Vollkornbrot, c'est le pain complet, et puis là, du pain de lin, Leinsamenbrot, hein, puisqu'on fait du pain à partir de graines de lin. Mais ce n'est pas des pains aux céréales, hein, de nos couillons de français. Alors, pain de mie, bon, ça vous connaissez, je peux passer. Hein. Si vous avez des jeunes ou moins jeunes, vous savez ce qu'ils mangent quand ils vont chez McDo. Hein. Bon, c'est des petits pains, des buns, qui sont faits à l'anglo-saxonne. On y additionne des ingrédients qui ne sont pas autorisés en France, c'est du lait et du beurre. Hein. Je veux dire, vous ne pouvez pas vendre des baguettes dans lesquelles on aura additionné ces ingrédients. Si vous faites des buns, bon, vous faites à l'anglo-saxonne, à ce moment-là, c'est un autre problème. Alors le pain vapeur, ça c'est très amusant, c'est le pain mantoux qui est fabriqué par les Chinois, parce que souvent les gens pensent que la Chine, c'est que le riz. C'est complètement faux. Au nord de la Chine, on cultive du blé et des grandes quantités de blé. Et il y a d'ailleurs des plats de nouilles chinoises faites à partir de blé qui sont délicieuses. Enfin, moi, j'ai mangé. Je suis allé en mission en Chine en 75. À l'époque, il n'y avait pas de touristes. Hein. Et bon, alors c'est un pain qui subit une fermentation très courte et une cuisson à la vapeur. Voilà ce que ça donne, ce pain mantoux. Et alors, pour finir, un petit clin d'œil à mes origines alsaciennes. Voilà un plat typique alsacien qu'on faisait dans les maisons de paysans. Hein. C'est un pain à la vapeur qu'on appelle en alsacien Dampfnudel. Ça veut dire pain cuit à la vapeur, en fait. Bon. Et c'est, voilà les pâtons qu'ils sont en train de lever. Et bon, le plus, voilà. Alors on les fait cuire dans une grosse cocotte, dans de l'huile, et ensuite on rajoute de l'eau et on ferme. Donc l'eau se vaporise et on obtient ça. On obtient ces petits pains levés, très moelleux, croustillants de part et d'autre. Voilà. Et ça, c'était le repas du vendredi, servi avec un bouillon de légumes d'abord et puis des fruits au sirop après. On n'était pas triste le vendredi. C'est pour finir avec la carte la France des pains. Voilà. Bon, vous avez vu que c'est une des premières plantes domestiquées par l'homme. Hein. On sait maintenant ce que c'est que la domestication, en partant de l'engrain et de l'amidonnier, et que ces plantes se sont croisées avec des graminées sauvages, qui sont les égilops. Vous avez retenu ça, c'est essentiel. Hein. Et que, bon, le reste, c'est du blablabla. C'est le rôle du blé dans le développement de la guitare, vous le connaissez, et puis les utilisations très variées. Voilà.